à être présent au départ du commandant Rubaud au centre de secours de Chambéry, et il méritait bien notre présence et notre représentation nombreuse par rapport au service qu'il a rendu à notre agglomération au fil de ces dernières années. Philippe Dubonnet, elle est pas mal cette commune, parce que d'abord elle est sous la dent du Corbelet. On est à peu près à 20 minutes des premiers chamois, je crois, ici. Et ça dépend des années. Je sais aussi qu'on est... venez à côté de moi, Philippe. Je sais que quand on est sur le pourtour de l'église, mais aussi à la mairie, on a une vue imprenable, y compris sur Chambéry et même le lac du Bourget. Donc vous allez nous en dire un peu plus. On est très heureux d'être là avec vous, et vous nous avez de surcroît commandé le soleil. C'est dire si vous avez des relations à vous placer. Alors, merci Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, alors compte tenu d'horaires inhabituels et un peu tardif, je serai pas long, d'autant que le D-Days c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Alors au nom du conseil municipal de Saint-Cassin, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie, Président, d'avoir accepté de tenir ce conseil dans votre commune. Alors l'équipe municipale de Saint-Cassin a été renouvelée aux 2/3. Et c'est pour moi l'occasion aussi de remercier Max. Alors je l'ai vu, il est dans l'Assemblée, pour le travail qu'il a effectué pendant de nombreuses années à la tête de la commune. Alors on est heureux de vous accueillir ici, commune d'en haut, Président. Je fais référence à votre allocution lors de votre investiture le 24 avril. Alors ce terme nous convient parfaitement. Je suis persuadé qu'en arrivant sur ce site, vous avez apprécié notre belle nature. En effet, quand on monte à Saint-Cassin, on s'aperçoit immédiatement que la forêt et la verdure sont des éléments majeurs de notre paysage. Alors cette forêt, si chère à nos yeux, si douce à l'odeur et si agréable pour son ombre, lorsque nous arpentons chemins et sentiers, à pied ou à vélo d'ailleurs, cette forêt recouvre chez nous plus de 2/3 du territoire. Alors même si elle nous fait parfois râler, cette forêt, va-et-vient de grumiers qui malmènent nos voiries, générant d'onéreuses réflexions peu subventionnées, restriction des espaces aménageables et ou exploitables. Nous sommes cependant attachés à la filière bois. C'est en effet sur notre territoire que survivent tant bien que mal les 2 dernières séries d'agglomération. Et nous sommes aussi persuadés que cette filière bois doit également se montrer, et pourquoi pas à l'issue d'études du projet d'aménagement que nous menons avec Chambéry Métropole, sur une zone d'aménagement à l'entrée de notre village, en bas, en lieu et place de la scierie Mollard. On a un projet éventuellement de valorisation de la filière bois. Alors j'espère qu'à l'issue de ce conseil, vous aurez apprécié nos produits. Alors à cet effet, on vous servira en fin de repas du fromage, évidemment, qui a été proposé par un de nos agriculteurs, un membre du conseil, et qui fournit le lait à la coopérative qui nous fournit ce fromage. Alors ces produits sont le reflet d'une activité très représentative de notre terroir, avec 5 exploitations, 10 jeunes exploitants. Le nombre de bovins et d'ovins présents dans notre commune est de ce fait largement supérieur au nombre d'habitants, puisque nous sommes 773 habitants. Et on a beaucoup plus en tête de bétail. Alors pour autant, nos habitants ne souhaitent pas plus qu'ailleurs passer pour des vaches à lait. À Saint-Cassin, même si la beauté de la nature et la quiétude du cadre de vie n'ont pas de prix, nos administrés attendent de leurs élus, et comme ailleurs, certes une gestion rigoureuse et des services toujours plus nombreux, mais surtout des élus de proximité, attentifs, à l'écoute et surtout responsables. Alors dans un contexte de remaniement de certaines limites administratives, plus que jamais la commune, petite ou grande, urbaine ou rurale, d'en haut ou d'en bas, petite institution, d'autres institutions plus grandes, eh bien je suis convaincu que la commune est l'acteur incontournable sur son territoire, complémentaire dans sa communauté d'agglomération, et sachant tout simplement travailler ensemble. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne séance. Merci beaucoup et
merci de votre accueil. Alors, je dois tout d'abord vous donner quelques informations et notamment relatives aux désignations, aux élections d'ailleurs dans un certain nombre d'organismes pour lesquels nous sommes étroitement liés et au premier rang desquels donc je souhaite saluer l'élection de Patrick Mignola à la présidence de Métropole Savoie. Je pense qu'il est bien effectivement que l'un des nôtres puisse présider à des enjeux importants, au premier rang desquels le schéma de cohérence territoriale tel qu'on aura à travailler dessus, avec tous les enjeux qu'il y a derrière au niveau de l'organisation du foncier, de nos espaces de vie en préservant nos espaces de vie naturels, également la manière dont on doit pouvoir progresser en matière de périmètre d'organisation de nos transports. Donc félicitations à Patrick. Vous êtes un certain nombre d'ailleurs à être représentés dans cette instance. Je vous adresse mes remerciements également pour votre engagement. Saluer aussi l'élection de Michel Frugier à la tête de Savoie-Grand-Revard. Il est épaulé pour ce faire dans sa tâche comme premier vice-président par notre collègue Michel André, maire de Les Déserts, qui par ailleurs présidera le comité d'exploitation. Également par Benoît Perroton, qui est vice-président en charge des finances. Je souhaite aussi leur adresser nos remerciements et nos félicitations. Vous me permettrez également de saluer la réélection à la présidence du CISALB de Michel Dantin, le maire de Chambéry, en le félicitant pour sa réélection au Parlement européen. Cette responsabilité parlementaire nous sera précieuse sur bon nombre de nos dossiers, et il sait qu'il y a des enjeux fondamentaux pour nos territoires sur lesquels il se penche. Et puis, n'oublions pas que c'est aussi là qu'il reste encore quelques sous. On est obligé de le souligner. Nous aurons dans quelques jours une élection importante à la tête de l'EPFL, pour lequel on a nommé, vous vous souvenez, lors de notre dernier bureau, un certain nombre de nos représentants. Il nous appartient donc de commencer notre ordre du jour. Je ne sais pas si le vice-président Jean-Marc Léout, vous savez, qui est très attaché aux sapeurs-pompiers, mais qui visiblement n'avait pas de gyrophare pour venir. Ah, le voilà. Le voilà. Et on a beaucoup répété cette arrivée. Donc c'est Jean-Marc Léout qui va donc nous présenter le premier rapport, qui est un rapport important. C'est un rapport de transition. Il s'agit tout simplement de la présentation du compte administratif, sa validation et l'ensemble des affectations de résultats. Je me permettrai, le temps qu'il puisse s'installer aux côtés de M. Diego, de préciser que ce rapport est intéressant puisque il présente un compte administratif aux résultats qui pourraient apparaître très satisfaisants, et d'ailleurs je pense que nous serons nombreux à nous en satisfaire, qui pourtant ne doit pas voiler la réalité budgétaire dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous devons nous projeter, notamment à la lecture des désengagements que nous connaissons et de ce que nous apprendrons en cours de mandature sur les transferts progressifs de compétences au titre de la territorialisation, tel que vous le voyez en ce moment dans les médias, mais pour lequel, pour l'instant, nous ne connaissons pas encore grand-chose, ni des compétences transférées, ni des moyens qui iront avec. Donc, c'est aussi avec cet œil tourné vers la ligne d'horizon que nous devons apprécier le compte administratif de ce soir, qui effectivement est quelque peu satisfaisant. Juste avant de passer au premier rapport,
nous devons donc désigner les secrétaires des séances, le Benjamin, donc Aloïs Chassot en a désormais l'habitude. Vous avez dans vos enveloppes qui vous ont adressé avec les rapports les comptes rendus du dernier conseil communautaire du 6 mai et du bureau du conseil communautaire du 22 avril, du 6 mai, et peut-être pas encore, non, c'est ça, voilà. Je voulais juste savoir si vous aviez des observations sur ces synthèses, s'il y avait des souhaits d'amendement, d'intervention sur cette synthèse. Je n'en vois pas. On va considérer donc qu'ils sont acceptés. Et puis vous avez donc sur table un lot de délibération 13 de 6.1 à 6.13 qui comporte pour le 6.1 la prise en compte de la démission de Louis Caille. Pour le 6.2 à 6.13, à partir des indications données par les communes depuis la production du dossier de séance, la liste mise à jour complétée pour les commissions, nous y reviendrons tout à l'heure, et vous voyez qu'elles sont bien nourries. Vous avez aussi un flyer qui concerne la journée vélo découverte du 29 juin 2014. Voilà. On peut donc commencer par le premier rapport et je vous laisse la parole, Monsieur le Vice-président. Merci, Président, Mesdames, Messieurs. Vous avez reçu le rapport des comptes administratifs qui est le rapport où il y a tous les détails que vous connaissez maintenant par cœur. Le deuxième aspect, c'est que la présentation va être plus synthétique forcément, un peu plus structurée que les détails que vous avez, de façon à ce que nous ayons en tête les grands éléments de ces comptes qui tracent ce qui a été réalisé au cours de l'exercice, sans préjuger de l'avenir, et qui enregistre en fait le tableau de marche avec ses réalisations, voire ses montants de reste à réaliser. Ce qui fait qu'au plan de la méthode, nous aurons entre les recettes et les dépenses, entre les recettes et les dépenses, soit un excédent, soit un déficit, et que nous aurons donc soit un besoin de financement, si nous étions en situation déficitaire, soit au contraire des excédents à ventiler, et comme vous le savez, ou comme vous le découvrez selon date d'élection, le premier ou le mandat ancien, nous aurons à décider si nous les affectons, et ce sera les propositions de ce soir, soit en budget de fonctionnement, parce que nous en avons besoin, soit au contraire en budget d'investissement pour réduire le recours à l'emprunt. Il vous est rappelé que ce résultat, c'est la différence entre les recettes et les dépenses, maintenant bien connu, que le résultat d'affectation, je vous passe les détails du chapitre 002, qui est le report de fonctionnement. Ceux qui préféreraient 007 ont le droit de choisir la comptabilité analytique. Le graphique reprend évidemment ce que vous avez sur la détermination du besoin. Vous voyez qu'il y a un pavé à gauche qui sont les dépenses d'investissement de 2013, les restes à réaliser qu'on intègre de façon à avoir une image la plus fidèle possible des dépenses qui auraient trait par nature à la chronologie de l'exercice 2013, les restes à réaliser en dépenses. De manière similaire, les recettes d'investissement qui sont au titre de 2013, les reports qui ont été injectés des années antérieures dans le chapitre 01, le reste à réaliser des recettes 2013, et quand on a fait la balance entre ces deux pavés de l'ensemble de recettes et d'ensemble de dépenses, il peut y avoir soit un besoin de financement, soit des affectations complémentaires à ventiler. Ça, c'est pour la méthode. Au plan du fonctionnement, nous allons balayer rapidement le budget général, les budgets annexes, le transport, l'immobilier d'entreprise, les zones d'activité, et puis deux budgets distincts qui ne sont pas, vous le savez, des budgets annexes, mais qui sont des budgets théoriquement autonomes, qui sont administrativement indépendants, la régie de l'eau et la régie de l'assainissement. Sur les dépenses, vous retrouvez les montants, et donc vous retrouvez un excédent de financement qui est en matière de fonctionnement, un résultat affecté de 11 300 000 euros approximativement, sur lesquels ce 11 millions qui est flatteur, ça s'explique notamment par un certain nombre d'éléments à caractère exceptionnel. D'une part, et c'est la différence puisqu'il y a un résultat positif, d'une part, il y a une réalisation
à 96,35 des dépenses. Ce qui veut dire que ce n'est pas que les services n'ont pas travaillé, c'est simplement que compte tenu des contraintes, ils n'ont pas pu réaliser 98 ou 99% des dépenses, que les recettes ont été abondées de manière supérieure à ce qui était prévu, d'abord parce qu'il y a des rôles supplémentaires, parce qu'il y a eu des gisements qui ont été exploités, et donc on a 103% des recettes. L'écart entre 96 et 103 représente un différentiel d'à peu près 7%, donc quand on est un budget à 100 millions, ben ça représente forcément un chiffrage non négligeable. Une situation qui tient compte, qui tient compte donc d'une croissance des recettes, et elle impacte 3 millions supplémentaires de fiscalité, une diminution moins importante des dotations que nous attendions, elle n'est que de 500 000 € au lieu d'1 million, une faible réalisation en matière de dépenses. Alors, entendons-nous bien, une faible réalisation en matière de dépenses de personnel, c'est en fait que la prévision qui avait été initialement faite intégrait un gisement de sécurité qui tenait compte de 3 aspects. D'une part, des postes proratés, prorata temporis, des embauches à l'intérieur de chacun des exercices. 2, des capacités des éléments de formation. Et 3, des risques qu'il pouvait y avoir en remplacement des uns et des autres, ainsi que du reclassement de personnel. Et donc, de ce fait, la partie du budget n'a pas été consommée, et non consommée, elle dégage donc une dépense non réalisée à hauteur de presque 1 million d'euros, et puis une atténuation des charges courantes qui est le résultat de la bonne gestion des services d'à peu près 2 millions. Donc ces éléments exceptionnels nous amènent forcément à un excédent qui, vous le voyez, est flatteur de 11 292 000. Les éléments que nous venons d'évoquer, ayant un caractère exceptionnel, on ne les retrouvera pas. Ce qui veut dire que si on neutralise ces presque 12 millions avec les 5 millions qui impactent de manière exceptionnelle le dossier, on est à 11 moins 5, et 11 moins 5, on est à peu près à 5 à 6 millions d'excédents, et on est dans des eaux quasiment de tendance normale. Du côté des investissements, on va retrouver une structure similaire avec un excédent de financement de l'ordre de 300 000 € à peu près, qui est le résultat des affectations des comptes comptables correspondants, et donc un taux de réalisation qui est médiocre. Alors le médiocre n'a pas de caractère péjorant ou de jugement de valeur, mais par rapport à la tendance de ces années antérieures, forcément qu'on était dans des dossiers qui sont plus importants, ça prend donc plus de temps, la capacité de décider ou les contraintes de décision sont plus importantes, on prend du retard, donc la capacité à faire est moindre, premier élément. Deuxième élément, quand on est dans une perspective forcément d'élection, eh bien, la fin de l'exercice qui précède est forcément ralentie pour permettre aux équipes qui vont arriver, quelles que soient ces équipes, de disposer de capacités. Il y a donc un freinage arithmétique structurel classique, et il y avait d'autre part un surfinancement qui nous a permis de passer à une logique un peu différente, à savoir que les services ont commencé à prendre maintenant bien l'habitude de dotation budgétaire par nature d'opération ou par nature de compétence, et ils savent ce qui n'est pas consommé à un exercice. Si le périmètre budgétaire a été inscrit, il n'est pas perdu, il se retrouve les années suivantes. Du coup, la gestion devient forcément plus raisonnable parce qu'on a le temps de la regarder avec plus de recul et donc de la lisser éventuellement sur plusieurs exercices. Voilà, de fait, le résultat de fonctionnement peut être utilisé sans contrainte de couverture, et donc il va vous être proposé que l'affectation soit, pour la totalité, compte tenu de l'excédent constaté, soit 11 292 000 à mettre en recettes d'investissement. C'est autant de capacités ultérieures, et c'est autant de nécessité d'avoir recours à l'emprunt sur l'exercice suivant, c'est-à-dire sur 2014, et donc en même temps sur des coûts financiers relativement plus réduits. 11 millions, ça équivaudrait, si c'était constant et régulier, à une capacité d'emprunter 100 millions supplémentaires sur 10-12 ans à peu près. Ce n'est pas le cas, mais ça nous laisse quand même une possibilité d'enclencher ou de regarder sereinement l'année 2014 au moins. Budget général, investissement, fonctionnement, on l'a vu. Budget transport qui est un des budgets structurellement importants. Vous voyez ici qu'on retrouve la même structure budgétaire, dépenses, recettes, les restes, les résultats affectés, les excédents antérieurs. La flèche attire votre attention sur l'excédent antérieur, qui est ici,
Et donc la réintroduction de 1,6 million d'excédents antérieurs est en fait un cumul des années antérieures qui pouvaient être excédentaires. De ce fait, réinjecter cette masse dans l'exercice 2013 donne l'apparence, là aussi, d'un budget qui peut être ou en léger excédent ou en léger équilibre. Sauf que si on n'avait pas injecté ce 1,6 million d'excédent antérieur, on serait à quelque chose qui serait beaucoup moins intéressant, et il aurait fallu de toute manière engager 1 million supplémentaire du budget général vers le budget de transport pour obtenir son équilibre. Ce qui signifie en clair pour nous tous que structurellement, le budget de transport arrive maintenant à une tension telle qu'il va devoir recevoir de quelque part ailleurs, chaque année, au moins 1 million si c'est statu quo sur le fonctionnement et les orientations de décision. S'il y a d'autres dépenses, il faudra injecter en provenance d'autres moyens de financement, plus qu'1 million sur ce budget de transport, ce qui est une interrogation pour la mandature qui s'ouvre et pour les modes de financement, sachant qu'il y aura un effet important, le versement transport tel qu'il est ne permet pas. Le fonctionnement que nous avons induit ne permettra que de faibles gisements d'économie, et en revisitant les services rendus, nous n'aurons que de faibles marges, et que ceci perdurera strictement pour la première année. À partir de 2015, nous serons en baisse tendancielle, déficitaire, chronique, importante, et nous devrons trouver soit un mode de financement différent, soit des contractions de services, soit des augmentations importantes de versement transport qui me paraissent que difficiles compte tenu de la conjoncture. Pour l'investissement, en raison du portage du budget général des investissements, la compétence transport fait face à des investissements qui sont en général des investissements roulants ou structurels réduits, puisque le budget général porte déjà et a porté ces 2 dernières années à peu près 10 à 12 millions d'investissements au bénéfice de la compétence transport. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'élément. Les reports se traduisent par une affectation de 211 000 au titre de 226 000, pardon, au titre du résultat de fonctionnement, et le reste permet l'équilibre de la section. Voilà. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut retrouver l'équilibre sur le jeu arithmétique des excédents antérieurs. Immobilier d'entreprise, budget qui est constamment en équilibre et qui devient excédentaire, qui est auto-consommateur mais auto-équilibré. Vous voyez que la proposition d'affectation porte sur un report de 211 000, une affectation d'investissement de 61 200, donc les 187,99 que vous avez en traduction comptable des différentes lignes du plan comptable, et donc pas de souci, on est à l'équilibre, ce qui veut dire que si on est à l'équilibre, la tarification mise en œuvre est bonne, l'utilisation des surfaces est bonne, l'optimisation est bonne, et donc la gestion est suffisamment rigoureuse pour que ce soit un budget qui ne soit pas ni en tension, ni en souci, ni en appel aux autres budgets. Les zones d'activité économique, je nous rappelle simplement que c'est le budget général qui porte des avances de façon à permettre le retour progressif des dépenses qui sont faites en matière d'aménagement économique, ce qui veut dire que plus on crée des zones d'activité économique en attendant que nous ayons des installations qui s'y implantent, nous aurons donc des budgets portés de manière importante. Par contre, vous voyez qu'en 2013, le budget des zones d'activité s'équilibre à 9,8 millions et un investissement à 8,7 millions. On commence à avoir un stock d'avance qui diminue en tendance, ce qui veut dire que si ce stock diminue en tendance, et il est passé à peu près, et c'est les éléments que vous avez dans le rapport, il est passé approximativement de 9 millions à 7,5 millions, ce qui veut dire que progressivement, en l'état actuel des surfaces de zones économiques développées, le retour sur investissement commence à se faire, puisque nous portons en 3 ans 1,5 million de moins à travers le budget général au bénéfice des zones d'activité économique. Alors, ce n'est pas encore le retour à l'équilibre sur investissement, mais progressivement, ça veut dire que les zones d'activité sont porteuses à la fois de recettes fiscales et libèrent la tension qu'elles induisaient sur le budget général.
La régie d'eau potable, vous le voyez, c'est un résultat affecté d'un peu plus de 2 millions. Et de l'autre côté, en section d'investissement, a besoin en financement d'1,2 million. Donc ça parle presque tout seul. Simplement, il faut s'interroger là sur ce compte administratif qui donne des niveaux d'exécution moins importants que prévu. Ce qui signifie que pour des tas de raisons, de synchronisation parfois transversale entre les différentes compétences, l'eau, l'assainissement, mais les voiries ou les aménagements et les parcs, ça veut dire qu'il peut y avoir des décalages et que du coup, la capacité à faire du service se trouve ralentie puisqu'elle chute, entre guillemets, à 93%. Un niveau de vente d'eau qui est supérieur aux prévisions, ce qui veut dire que la politique qui a consisté à, j'allais dire, boucher les trous, mais à surveiller parfaitement le réseau, à éviter des déperditions d'une matière noble et coûteuse qui est l'eau potable, eh bien commence à porter ses fruits puisqu'on est en train de reconquérir des volumes d'eau vendus. Alors certes, il y a des apports de population, mais je ne suis pas sûr qu'ils boivent beaucoup plus d'eau plus qu'avant, et donc du coup, mécaniquement, c'est surtout l'entretien des réseaux qui a permis maintenant de retrouver une capacité de vente. Et si le gaspillage est évité, ça veut dire qu'on est en train de reconquérir du marché et donc, entre guillemets, du chiffre d'affaires. Par contre, la non-réalisation de dépenses et puis l'excédent nous amène à deux questions. Que devra faire le service pour continuer à maintenir l'outil, le réseau et le parc en état? Comment devra-t-il s'organiser pour que sa capacité budgétaire soit totalement mise en œuvre? Deuxième aspect, quel est le prix de l'eau que nous devrons pratiquer, quelles que soient les tendances sur une tarification sociale ou d'une tarification réelle, de façon à ce que les excédents ne viennent pas plomber un prix de l'eau qui pourrait apparaître comme trop élevé ou insuffisamment utilisé. En matière d'investissement, un niveau d'investissement de 70%, ce qui veut dire qu'il y a là aussi des marges de progression, notamment et sans doute lié à l'évolution des communes qui sont en émergence de logement et de développement, puisque l'ensemble des travaux ou des réalisations n'est pas à l'identique des années antérieures, la tendance s'est affaissée. Voilà, une situation financière qui est saine, qui est même excellente, sauf qu'il ne faut pas considérer que ce soit une performance au sens de la tendance des 4 ou 5 années à venir. Et par contre, le renforcement de l'autofinancement en 2014 est donc possible, ce qui permet au service d'investir, ce qui était l'un des choix stratégiques à faire pour lui. Régie de l'assainissement, des éléments un peu similaires, avec quelque chose qui est un peu particulier, la mise en œuvre de l'usine d'incinération, l'usine de dépollution de l'eau, est dans son premier exercice pour partie. Et donc on n'est pas encore stabilisé en l'état de l'outil industriel. Ce qui fait que nous aurons une lecture de la capacité à faire, la capacité de gestion du service, que lorsque nous aurons au moins 2 exercices pleins, c'est-à-dire 2013 et 2014, pour le moment, avec un outil de 90 millions qui impacte en gros l'ensemble des budgets, forcément qu'il y a une déstructuration et qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant, sans jeu de mots, ou au fil de l'eau d'assainissement, les résultats de cette année. Il faudra les regarder avec un peu plus de recul les 2 années ultérieures. Même remarque que pour la régie de l'eau en matière d'investissement. Alors, du coup, on arrive sur ce que vous aviez. Ça vous redonne un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'activité, qui sont liés à l'exercice budgétaire. Vous avez dans votre rapport un certain nombre d'éléments clés qui sont les chiffrages. Et vous voyez que dans la structure financière de Chambéry Métropole qui vous est donnée sur les éléments de compte administratif en dernière page du document qui doit s'appeler rapport d'analyse des comptes administratifs, vous avez un document qui vous trace les montants des charges chapitre par chapitre, les charges à caractère général, les charges de personnel, les autres charges de gestion, les charges exceptionnelles, et vous avez un certain nombre d'éléments et de réalisations qui vous donnent les ordres de grandeur. Dans la partie des dépenses, vous avez les éléments qui ont des sommes importantes, notamment un certain nombre d'éléments de redistribution aux communes, pour lesquels il conviendra de s'interroger au cours de ces années prochaines pour savoir sur quel levier nous jouons pour équilibrer le budget de l'agglomération. Voilà, donc il n'y a rien de particulier cette année, sauf un élément à caractère exceptionnel,
lié à la capacité à faire et à de bonnes surprises exceptionnelles fiscales, et donc un compte administratif resplendissant, mais qui ne reflète pas la réalité en tendance de ces prochaines années, où les excédents seront au moins inférieurs de 60% à ce que nous constatons aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, si vous souhaitez. Merci de votre présentation claire et synthétique, pédagogique. J'imagine qu'il y a des souhaits d'intervention, qu'on peut peut-être, si vous le souhaitez, ouvrir le débat. Bon, il y a différentes interprétations à tout ça. Soit il fait trop beau dehors, soit le résultat est trop bon. Ok, personne ne souhaite prendre la parole. Si vous me permettez un ou deux commentaires complémentaires, je crois que Jean-Marc Léouf l'a parfaitement dit. Je profite de l'occasion qui nous est donnée, c'est toujours un peu difficile pour un président arrivant de faire des commentaires sur un compte administratif pour lequel il n'avait pas de responsabilité. Donc je me permettrai juste de me tourner plutôt vers l'avenir. Nous aurons, dès cette année, à la lecture des différents constats que nous faisons, compétence par compétence, et dont les vice-présidents se sont emparés en lien avec leurs conseillers délégués, à réviser notre plan pluriannuel d'investissement donc avant la fin de l'année, sachant que nous aurons aussi, je pense, compte tenu des évolutions de compétences de notre EPCI tout au fil de cette mandature, à le réajuster, si vous le permettez, non pas au fil de l'eau, mais au fil des réformes et de leur impact. Et il deviendra ainsi un véritable... elle deviendra un véritable guideline pour qu'on puisse y voir clair et que l'on ne soit pas surpris par ce qui pourrait nous impacter. Voilà, donc je remercie toutes celles et ceux qui ont des responsabilités quant au suivi des budgets par vice-président, d'être vigilants et de bien être en relation avec notre premier vice-président et moi-même pour ce faire. Ok, s'il n'y a pas de questions, il va falloir que l'on passe à l'approbation. Alors il y a quelque chose qui n'est pas banal, c'est que finalement le président qui préside, il n'a rien à voir avec le compte administratif précédent. Par contre, le premier vice-président qui préside, il avait à voir avec le compte administratif précédent. Est-ce qu'il le mieux ne serait pas que le premier vice-président sorte? Je veux bien sortir avec toi, mon cher Jean-Marc, on partirait à deux, comme ça on est sûr que tout se passerait bien. Et il reviendra donc à notre camarade Lionel Mithieu de bien vouloir faire approuver les comptes. Très bien, donc je vous propose d'adopter ce compte administratif 2013, donc déclaré conforme au compte de gestion du trésorier principal municipal pour les budgets, donc le budget général Chambéry Métropole, les budgets annexes et les budgets distincts. Donc est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie, le budget est adopté. Administratif, pardon. Approbation des comptes de gestion de Chambéry Métropole. Donc là, d'attester que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2013 par le comptable public visé et certifié conforme par l'auditeur n'appellent ni observation ni réserve de sa part. Pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie aussi et je laisse la main au président qui est revenu. Merci. Merci de ce vote. Nous sommes donc au rapport 1.3 et nous... Pardon, excusez-moi, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mais à l'occasion de l'approbation de ces comptes, j'avais envie de faire quelques remarques.
Tout d'abord, signaler la bonne préparation du budget qui, à son stade primitif, a été approuvé par la majorité avec 78 votes. À l'époque, 20% des élus s'y étaient soit opposés ou abstenus. Et puis je veux remercier vivement le président en exercice en 2013 qui a réalisé ce budget. C'est un quitus ce soir qu'on peut lui donner. Il y avait aussi son vice-président chargé des finances, bien sûr. Sans oublier le directeur général des services qui, dans un exercice difficile, a permis aux services de développer les projets retenus tout en respectant les contraintes que l'on connaissait. Il fallait le souligner. Merci. Merci Madame la Vice-Présidente. Je vois là dans votre intervention le signe effectivement à travers l'unanimité que vous avez accordée d'une transition républicaine et sans heurts. Et c'est bien là le principal pour notre collectivité, puisqu'effectivement la mandature qui s'engage sera une mandature budgétairement contrainte. Et nous sommes heureux de pouvoir compter sur ce compte administratif satisfaisant dont je vous propose donc d'affecter les résultats d'une part au budget général et puis ensuite sur chacun des budgets spécifiques. C'est donc le rapport numéro 1.3 pour le résultat de 11 292 141,69 € que je vous propose d'affecter au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé, et c'est sur le compte 1068. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie. Il s'agit désormais, sur le rapport 1.4, d'affecter cette fois-ci le résultat de la Régie de l'eau. Il est d'un montant de 2 millions d'euros au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé au compte impacté 1068 et de reporter le solde, soit 295 370,55 € en recettes de fonctionnement par une inscription au compte 002. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie. Il s'agit cette fois-ci pour le rapport 1.5 de l'affectation du résultat de la régie d'assainissement. C'est une somme de 3 050 000 € qu'il s'agit d'affecter au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé donc, au compte 1068 et de reporter le solde, soit 694 580,69 € en recettes de fonctionnement par une inscription au compte 002. Des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote. Je vous remercie. Sur le rapport numéro 1.6, cette fois-ci, c'est le budget annexe immobilier d'entreprise, dont on peut également saluer le côté positif, et c'est la somme de 61 200 € qu'il faut affecter au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé, donc au compte 1068, et de reporter le solde, soit 211 407,40 € en recettes de fonctionnement par une inscription au compte 002. Des oppositions, des abstentions et non-participation au vote. Je vous remercie. Le rapport numéro 1.7 pour le budget annexe des transports, sur le résultat 2013 d'un montant de 226 446,80 € en recettes de fonctionnement par une inscription au compte 002, des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote. Je vous remercie. Il s'agit cette fois-ci, une fois ces affectations faites et votées à l'unanimité, de passer au rapport concernant le montant de la redevance d'occupation privative du domaine public pour l'exploitation du stade Gras, du stade nautique pour la saison estivale. Et c'est à David Dubonnet, le vice-président en charge des équipements, de le présenter avec les conventions qui vont avec. David. Merci. Donc effectivement, le Chambéry Métropole alloue une exploitation de restauration dans les piscines, dans les restaurants des piscines et de la patinoire. Ce contrat vient d'être résilié et donc il faut pour cet été pallier à cette absence de prestataires pour la saison estivale avant de restatuer à la rentrée pour retrouver un nouveau prestataire et donc de fixer le montant de la redevance pour la saison estivale au stade nautique à 1 300 €. Ok, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce rapport? Je n'en vois pas, donc
je vais vous consulter pour approuver le montant de cette redevance, donc d'occupation privative du domaine public pour l'exploitation du snack bar du stade nautique pour la saison estivale 2014, soit 1 300 €, et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces utiles. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie. Pour le rapport 2.2, David Dubonnet. Oui, donc quand on va à la piscine, on a parfois un petit creux, ou à la patinoire aussi. Parfois, il manque un patin ou un maillot de bain. Donc, pour pouvoir rentrer habillé et pouvoir se restaurer, là encore, nous avons des allocations de friandises, de distributeurs, et également la vente d'articles qui se font sur place dans ces locaux. Et donc, il vous est demandé d'approuver cette implantation avec des redevances qui sont de 20% pour les redistributeurs de boissons et de friandises et de 17% pour ceux des accessoires. Ok, donc des souhaits d'intervention sur les friandises et les accessoires. Je n'en vois pas, donc je vais vous consulter et je vous demande d'approuver donc d'une part une redevance de 20% du chiffre d'affaires sur l'exploitation des distributeurs automatiques des boissons et friandises situés à la patinoire et à la piscine de Buisson-Rond, et d'autre part d'approuver cette fois-ci une redevance de 17% du chiffre d'affaires des ventes sur les distributeurs automatiques d'articles spécialisés de natation et d'accessoires de patinage, là encore piscine et patinoire de Buisson-Rond, et de m'autoriser ou mon représentant à signer les documents y afférents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie. C'est Luc Berthoud pour le rapport d'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Oui, Monsieur le Président, il s'agit toujours d'histoire d'eau, mais peut-être d'eau vive, puisqu'on est sur les crues centenales et celle du Nampetchi qui est estimée à 15 mètres cubes seconde. Et il s'agit, dans le cadre des travaux qui doivent concerner ce cours d'eau, de solliciter Monsieur le Préfet, en plus de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique concernant les travaux de protection, puisqu'un dossier loi sur l'eau a été établi en vue de la prise de cet arrêté. Et si le Conseil communautaire en est d'accord, il s'agit aussi d'autoriser le président ou ses représentants à signer tout document relatif à cette procédure. Cela a été vu avec Monsieur le maire de Bassin. 4 tranches estimées à 4 millions d'euros, avec 40% de subvention, dont une tranche ferme concernant Olot Brossette. Et on en sera un petit peu plus dans la deuxième quinzaine de juin. Voilà. Merci. Des souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Je passe donc au vote sur les articles 1 et les articles 2 tels que le vice-président Luc Berthoud vient de vous les présenter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie de votre unanimité. Pour le rapport numéro 4.1, il s'agit d'un rapport sur une subvention traditionnelle et la mise à disposition d'un agent au titre de l'année 2014 pour l'amicale du personnel, Marc Chauvin, vice-président en charge des ressources humaines. Chers collègues, bonsoir. Ce projet concerne pour l'amicale du personnel le versement d'une subvention, comme vient de le souligner le Président, et la mise à disposition d'un agent au titre de l'année 2014. Comme vous le savez, Chambéry Métropole adhère à l'amicale du personnel de la ville de Chambéry, offrant ainsi à ses agents la possibilité d'adhérer à l'amicale et de bénéficier de prestations, notamment d'action sociale. Pour chaque agent sollicitant son adhésion, la collectivité verse une participation dont le montant est fixé annuellement par l'amicale. Les quatre collectivités ont confié leur action sociale à l'amicale du personnel, donc la ville de Chambéry, le CCAS, Chambéry Métropole et Savoie Déchets. Et c'est une convention qui lie ces quatre collectivités qui effectivement est renouvelée. Pour 2014, la participation est fixée à 226,41 € par amicaliste et le montant de la subvention s'élève par conséquent à 102 337 € pour 452 agents concernés. Par ailleurs, Chambéry Métropole met annuellement un de ses agents à disposition de l'amicale du personnel à titre gratuit. Il convient par conséquent de renouveler cette mise à disposition pour l'année 2014. Alors je vous rappelle là aussi que 2 agents
sont mis à disposition par la ville de Chambéry et qu'un agent est mis à disposition en ce qui concerne le CCAS. Il vous est donc proposé d'approuver le versement d'une subvention de 226,41 € par agent adhérent à l'amicale du personnel de la ville de Chambéry pour l'année 2014, soit un montant de 102 337 €. Merci, Monsieur le Vice-président. Des souhaits d'intervention sur ce dossier qui est certes apprécié, mais qui nécessiterait peut-être d'être élargi. Lionel Miquieux. Oui, je crois que vous avez introduit le thème que je voulais aborder, c'est qu'aujourd'hui, en tant que président de Savoie Déchets, on va être confronté à une évolution de personnel de l'ordre de 6 personnes. Et compte tenu de ce qui peut discuter avec l'amicale aujourd'hui, ces 6 personnes risquent de ne pas être à l'amicale. Et quelque part, c'est un peu embêtant qu'aujourd'hui on fasse du restrictif avec les syndicats proches, qui sont surtout issus majoritairement d'agents qui émanent de chez Chambéry à l'origine, puis de Chambéry Métropole, et qui sont aujourd'hui à Savoie Déchets. Et c'est peu d'évolution, il est dommage qu'on ne puisse pas l'avoir. Donc c'est vrai que je profite de ça pour aussi dire, et là en tant que maire de Vimines, le souhait que très clairement soit mis en chantier la possibilité que cette amicale s'élargisse enfin à l'ensemble des personnels de l'agglomération. Quand je dis l'agglomération, c'est aussi des communes qui pourraient en bénéficier et des syndicats qui sont liés fortement à Chambéry Métropole. Ok, Monsieur le Vice-président, je crois qu'il y a le... Simplement, tout est envisageable. Il faudra, bien entendu, s'intéresser à ce qui est possible. Vous savez, aujourd'hui, cette amicale rassemble 2132 agents, une grosse machine. Et c'est vrai que son évolution va sans doute nous amener à reconsidérer complètement cette structure, mais pas seulement en élargissement, je crois aussi en objectif et en cohésion. Donc c'est vrai que cela peut être un chantier à venir. Ok, Monsieur le maire de Chambéry. Oui, dans ma fonction de maire, j'ai rencontré l'amicale du personnel il y a quelques jours. Ils tiennent d'ailleurs leur assemblée générale en début de semaine prochaine. Ils vont faire évoluer les statuts, le titre de l'association pour prendre en compte mieux la métropole. Et de la discussion que j'ai pu avoir avec le bureau, j'ai senti une équipe qui était consciente des enjeux et prête à participer à une discussion large sur l'élargissement des missions de l'amicale. Puisqu'en fait, je crois qu'il faut dire les choses, c'est soit on a une structure associative locale, comme l'amicale du personnel, soit on doit adhérer à une structure nationale de gestion de l'action sociale. Et je pense que, quel que soit le personnel, si on a une structure nationale, on aura forcément davantage de distance. Donc on a, me semble-t-il, une meilleure forme de trouver un accord localement et de faire évoluer la structure qui existe, qui a quand même une assise qui est relativement solide, notamment en termes de patrimoine et d'activité proposées aux salariés. Ben voilà une belle feuille de route pour vous, Monsieur le Vice-président, avec votre conseillère déléguée sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on a engagé quelques discussions avec nos partenaires sociaux aussi à cet effet, que vous avez été nombreux en bureau à souligner l'intérêt de cet élargissement tout en restant effectivement maître des services que l'on peut apporter en proximité. C'est dans tous les cas déjà là aussi une introduction au rapport suivant, puisqu'il s'agit d'un sujet de mutualisation. Et c'est dans ce cadre de la mutualisation qu'il me revient de vous présenter le rapport 4.2. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous faire voter. Y a-t-il sur la question de l'amicale et la mise à disposition du personnel, avec ce que le président Chauvin, le vice-président Chauvin vous a présenté, des oppositions, des abstentions, je n'en vois pas, des non-participations au vote, je vous remercie. Donc le rapport 4.2, nous vous proposons effectivement la création d'un poste d'administrateur hors classe, donc rattaché à la direction générale des services et qui aura comme mission la mise en œuvre d'un projet de schéma directeur de mutualisation entre Chambéry Métropole et ses communes membres. La création de ce poste est simple, elle est motivée par un souci d'anticipation de ce que sera
demain, mais également d'intégration d'un certain nombre des conséquences des lois votées en ce début d'année. Je veux parler de la loi MAPAD et de la loi Allure, dont nous avons déjà eu l'occasion de débattre notamment en comité des maires, et de pouvoir, avec les communes, optimiser à la fois le service de proximité que vous êtes tous attachés, que l'on continue de rendre à nos concitoyens, tout en regardant une meilleure efficacité par la mutualisation dans ces services que l'on pourrait rendre à la population. J'ouvre bien volontiers le débat sur cette question. Claude Vallier. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous apprenons ce soir, par le projet de délibération que vous nous soumettez, votre proposition de créer un poste d'administrateur hors classe pour assurer la mise en œuvre du projet de schéma directeur de mutualisation entre Chambéry Métropole et ses communes membres, projet que nous ne connaissons pas. Si nous ne pouvons qu'approuver le principe de mutualisation, c'est-à-dire de mise en commun, comme vous venez de l'indiquer, de moyens, de compétences, pour une meilleure réponse aux besoins de nos collectivités et de leurs administrés, encore faut-il, me semble-t-il, d'abord en établir les conditions, en définir les contenus, pour déboucher sur un projet de schéma directeur de mutualisation qui est évoqué pour la première fois dans nos instances délibératives sans que nous en ayons jamais débattu jusqu'alors. Mutualisation, me semble-t-il, ne peut pas se conjuguer avec précipitation. Mise en commun, et ça pourrait être un risque, et il faut l'écarter, ne peut pas signifier mise sous tutelle. Alors, avant de savoir qui doit mettre en œuvre un projet de schéma directeur de mutualisation entre Chambéry Métropole et ses communes, commençons par définir ce projet. Enfin, mutualiser, c'est économiser. Vous l'avez souligné. Alors, évitons une dépense nouvelle qui paraît bien prématurée. C'est à cette sagesse, si je peux me permettre, c'est peut-être mon âge qui peut me le permettre, que je vous invite, Monsieur le Président, et le Conseil d'administration ne peut, selon moi, ce soir, que se limiter à approuver la préparation d'un projet de schéma directeur de mutualisation entre Chambéry Métropole et ses communes membres, et quand ce projet sera établi, ce que je souhaite personnellement, se posera la question, et seulement à ce moment-là, des conditions de sa mise en œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Madame Chapuis, je vous en prie. Merci, Président. Je n'ai malheureusement pas le talent de Alain Ferrero, notre collègue du précédent mandat, qui savait, avec des pirouettes toujours très polies, expliquer des choses qui forcément n'avaient pas apparu très clairement. Et moi, j'ai été interpellée par la rédaction de cette délibération, par les deux premiers mots, qui sont votre nom, Président, et pas celui de Marc Chauvin, qui est le vice-président aux ressources humaines. Il semblait que, concernant une création de poste, c'était à lui que revenait cette présentation. Alors voilà, je pense à ce que Alain Ferrero aurait pu dire. Est-ce que c'est parce que c'est un collègue de l'opposition qu'il aurait refusé de présenter cette délibération? Voilà, mais je n'ai pas le talent d'Alain Ferrero, mais voilà, simplement vous confier cette réflexion que cette rédaction m'a appelée. Et puis effectivement, je veux aller dans le sens de Claude Vallier. Concernant ce schéma directeur de mutualisation, effectivement, sur le principe, je pense qu'on peut tous adhérer.
entre Chambéry Métropole et ses communes membres. Il me semble que par rapport aux communes membres, il aurait été bien déjà d'en parler avec elles. Nous avons des instances qui existent pour cela. Le bureau, on n'a pas parlé de ce sujet au bureau. On aurait pu en parler au comité des maires, on n'en a pas non plus parlé au comité des maires. Cet ordre du jour nous est arrivé il y a 48 heures par la presse, par la poste, pardon. Effectivement, il me semble aussi qu'il y a un peu de précipitation et que ce serait bien que les communes soient associées à cette réflexion puisqu'elles sont citées dans cette mutualisation qui est proposée. Donc évidemment, sans vouloir faire de procès d'intention, ça m'amène quand même à poser des questions, et notamment, est-ce que dans cette volonté, enfin j'imagine que les choses sont très très présentes et très claires à votre esprit, puisque c'est votre projet, mais les communes sont en droit de se demander finalement s'il n'y a pas une volonté de subordination des communes à l'agglo avec cette création de postes, on imagine un super DGS. Est-ce que nos DGS communaux vont devenir des secrétaires généraux adjoints? Voilà, c'est une question quand même qui m'interpelle. La mutualisation sur le principe, si on peut adhérer évidemment, je pense qu'on cherche tous à travailler dans cette direction-là tout le temps, mais la mutualisation, ça ne se décrète pas, c'est un travail de longue haleine, et je pense que voilà, on travaille actuellement depuis 18 mois un service commun pour l'ADS. La solution n'est pas encore établie, il y a encore du travail, et là ce soir on n'a pas travaillé une seule fois, une seule minute, et il faut déjà créer un poste, donc voilà, ça pose question. Et puis une mutualisation, ça peut se faire que si les partenaires partagent la même volonté, donc ça veut dire qu'avant de s'engager plus, il faut s'assurer de la volonté partagée des communes. Donc voilà, je crois que véritablement il y a un travail à conduire, il y a un débat à mener, qui ne doit pas être le débat de ce soir, qui est un débat de séance de travail, évidemment. Mais du coup, puisque c'est une responsabilité qui va s'exercer en mutualisation entre l'interco et les communes, est-ce que ça veut dire que les communes vont être associées au recrutement? Moi, je approuverais que dans le prolongement de ce schéma de mutualisation, les communes soient aussi représentées dans ce jury. Et puis voilà, ça pose la question de nos collaborateurs actuels. Évidemment, c'est pas ici qu'on va développer ça, et c'est pour ça qu'il faut des réunions de travail, il faut un débat en petit comité pour pouvoir évoquer ensemble correctement cette question. Et je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Claude Vallier, à savoir que la précipitation n'est sans doute pas la meilleure conseillère en la matière. Et moi, pour ces raisons, je m'opposerai à cette création de poste ce soir. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Madame Laclais. Oui, Monsieur le Président, j'irai dans le sens des prises de parole qui viennent d'être celles de Claude Vallier et de Madame la vice-présidente Catherine Chapuis. Je crois que vous nous proposez ce soir de créer un poste d'administrateur hors classe, qui est un poste le plus haut de la hiérarchie de la fonction publique territoriale. Ce qui veut donc dire que cette personne aura vocation à être au-dessus hiérarchiquement d'un certain nombre de personnels qui existent dans nos collectivités et au sein même de cette collectivité. Donc ce n'est pas une décision anodine, ni par le coût, comme l'a rappelé Claude Vallier, ni par son symbole, comme vient de le rappeler Catherine Chapuis. Pour ma part, donc, comme un certain nombre de collègues qui se sont déjà exprimés, je ne soutiendrai pas cette délibération, non pas parce que nous pourrions être contre le principe d'une mutualisation. Les législations successives, avec des législatures d'ailleurs différentes, ont toujours invité à la mutualisation entre les services des villes, notamment des villes-centres, et des agglomérations. Il y en a eu d'ailleurs sous le précédent mandat, qui ont été, je crois, des avancées importantes. Je pense au service de la DSI, entre autres.
Et donc, il n'y a pas d'a priori défavorable sur le principe. Mais il y a une réflexion préalable qui doit être engagée. Et moi, je crois que nous avons les ressources en interne pour faire cette réflexion préalable, qui doit être celle des élus, bien sûr, et elle revient tout d'abord au comité des maires et au bureau, mais aussi avec le directeur général des services de l'agglomération et les DGS des communes. Il me semble que leur réflexion pourrait nourrir utilement la réflexion des élus, et que seulement après, si cela est nécessaire, je n'en suis pas persuadée aujourd'hui, alors la création d'un poste d'administrateur hors classe pourrait se justifier pour notre collectivité. Voilà, donc je ne sais pas si c'est de la précipitation ou si c'est peut-être simplement un ordre qui pourrait être celui d'abord de réfléchir avant de créer. Si la réflexion a déjà eu lieu, peut-être entre vous, alors à ce moment-là, je crois qu'elle devrait être discutée dans les instances. Si elle n'a pas eu lieu, alors j'appelle vraiment à ce que le DGS de l'agglomération et les DGS des communes puissent utilement nourrir la réflexion et nous donner peut-être les éléments qui pourraient justifier la création d'un poste d'administrateur hors classe. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore d'autres souhaits? Oui, Luc Berthaud. Simplement, puisque je crois que ça a été évoqué, il y a eu par le passé des mutualisations ou des tentatives de mutualisation. J'espère que pour le futur, elles ne se passeront pas comme elles se sont passées par le passé. Parce qu'il y a des communes qui n'ont pas été du tout concernées, qui avaient pourtant des services informatiques, puisqu'on peut parler de celle-là. Et je ne suis pas sûr que la mutualisation se soit trouvée confrontée et conclue par, on va dire, une rationalisation, mais plutôt peut-être par plus de projets et des restructurations qui n'en ont pas été vraiment. Et des communes n'ont pas été concernées, sont restées sur le bord du chemin. Donc j'appelle de tous mes voeux qu'une mutualisation future concerne bien l'ensemble des communes qui peuvent y prétendre. Merci. Merci. Patrick Mignola. Merci Monsieur le Président. Je suis heureux d'avoir entendu que l'ensemble des intervenants précédents étaient d'accord sur le principe de la mutualisation entre nos communes. S'agissant de celle de la Ravoire, on y est évidemment tout disposé. Il y a simplement une différence d'analyse sur le tempo, et moi je voudrais en revanche à l'inverse plaider une certaine urgence. Je crois qu'on est tous conscients les uns et les autres en tant qu'élus responsables des difficultés qui seront les nôtres dans les 2 années qui viennent avec la baisse des DGF auxquels nous serons confrontés. Et il va de soi qu'une bonne politique financière nous impose de rapprocher l'ensemble de nos modes de gestion, et il va de soi que un personnel du niveau duquel vous nous proposez l'embauche nous serait fort utile, parce que je suis tout à fait sensible à ce que dit Bernadette Laclais sur le fait que nos services ont des compétences en interne pour accompagner cette mutualisation, mais il s'agit d'un travail extrêmement lourd et en profondeur, en lien avec l'ensemble de nos directions générales de services, et il va de soi que dans les responsabilités qui sont les nôtres, il ne s'agirait pas de peser trop sur les services de l'agglomération qui ne sont pas en sureffectif. Et donc je vois difficilement comment ils pourraient dégager plus de temps pour agir de la sorte. Deuxième élément plaidant l'urgence, je crois que le gouvernement a pris la mesure de la nécessaire évolution institutionnelle. Moi, je ne crois pas que lui soit dans l'urgence. Au contraire, il répond à une absolue nécessité. Cette semaine, par le biais du ministre de l'Intérieur, sera déposé le projet de loi sur la réforme territoriale. À partir de la semaine prochaine, si j'ai bien lu ce qu'on nous a adressé, Madame Lebranchu, comme ministre de la décentralisation, commencera à réfléchir à la répartition des responsabilités départementales, des compétences des conseils généraux entre les régions d'un côté et les agglomérations de l'autre. Et il va de soi que notre responsabilité en tant que EPCI, en tant que collectivité intercommunale, sera de disposer de personnel pouvant, en toute disponibilité, discuter avec les administrateurs hors classe qui, eux, venant de l'État, viendront nous proposer la prise de compétences et, le cas échéant, parce que c'est ça qu'il faudra négocier, les finances qui iront avec ou pas. Et donc je crois que
le tempo, pour paraître rapide, est finalement assez adapté à la fois à la nécessité qui fait loi et à celle que nous impose le gouvernement de la République. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Oui, Monsieur Mithieu. Oui, simplement pour ajouter, parce que je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Patrick Mignola, je rajouterai simplement un autre élément qui rajoute du travail, c'est qu'au-delà de la relation commune-agglomération-département, on a aussi des syndicats, qui sont aussi bien techniques que des syndicats d'études, et je pense que va se poser aussi la question de comment on les fait évoluer sur des compétences qui vont au-delà de notre propre agglomération. Et donc c'est une vraie réflexion de ce front qui va s'entamer sur tous les échelons et toutes les strates de collectivités que l'on a aujourd'hui dans notre département. Et ça, je pense que c'est un vrai travail de fond que nos seuls salariés à la Chambre métropole ne pourront pas assumer seuls. Et il devra forcément avoir un coordonnateur de l'ensemble de ces actions et les piloter. Merci. Monsieur le maire. Oui, dans le prolongement de ce que vient de dire Lionel Mithieu, je crois qu'effectivement, le gouvernement nous oblige, puisque le nouveau Premier ministre a annoncé il y a quelques semaines une accélération du prélèvement sur les recettes des collectivités locales. La DGF va être impactée de manière très forte et ça touche toutes les communes. Il y a néanmoins un bémol, c'est que le taux de mutualisation, c'est ce qui a été voté quelques semaines avant, le taux de mutualisation sera un facteur qui permettra de minorer la baisse. Et ça dès 2015, donc il faut qu'on avance effectivement très vite. Et puis, je crois qu'il faut aussi qu'on réfléchisse en termes de mutualisation à la mutualisation de certains services complémentaires avec la CALB, en particulier. Peut-être aussi avec l'agglomération de Montmélian. Mais je crois qu'avec la CALB, il y a quelques sujets sur lesquels nous devons travailler très vite. Je pense en particulier à la question de l'eau, puisque si je suis à peu près bien informé ou si j'ai bonne mémoire, c'est dans les 2 ans qui viennent que la CALB va se poser la question de l'évolution de son service d'eau et qu'elle sortira du système de gestion qu'elle a actuellement. Nous avons, dans le cadre de la création et de la modification des agglomérations, supprimé le CISEC, qui était un syndicat de cours d'eau qui nous permettait d'avoir une gestion homogène sur les cours d'eau qui sont communs, notamment sur la Lesse. On voit bien que la suppression du CISEC en tant que tel a amené un fonctionnement qui n'est pas aussi performant entre nos 2 agglomérations. Donc nous avons aussi, sur ce sujet, matière à avancer. Et puis je crois, même si le niveau de versement transport est un handicap majeur, qu'il nous faudra avancer sur la question de la gestion des transports en commun. Mais là, je pense que, et je me tourne vers Patrick Mignola, je pense que le périmètre plus large qu'il préside désormais peut être un lieu de cette réflexion de court et de moyen terme. On peut peut-être aller par étapes, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer, moi, des gens qui habitent Chambéry, qui travaillent à Aix-les-Bains, des gens qui ont des bas revenus, qui sont donc obligés d'utiliser les transports en commun, et 2 personnes, là, à quelques jours d'intervalle, m'ont expliqué qu'il leur fallait 1h40 pour aller de leur domicile à Aix-les-Bains avec les transports en commun, alors que si les lignes de bus étaient à peu près cohérentes, je pense en particulier qu'il faut que nous nous battions pour que la ligne 1 de Maison Brûlée aille très vite jusqu'à la gare d'Aix, et je pense qu'il faut que la ligne 2 du réseau Ondéa qui vient jusqu'à Technolac soit prolongée très vite jusqu'à la gare de Chambéry. On rendrait de vrais services, et je ne parle pas des étudiants ou des lycéens qui, suivant les options, sont aussi obligés de faire des allers-retours entre les deux. Enfin, dernier point, je pense qu'il faut également en la matière reprendre langue avec la SNCF. Parce que quand je regarde comment est exploité le réseau ferroviaire dans l'agglomération grenobloise, par exemple, par rapport à ce qu'il est dans notre inter-agglomération Chambéry, Aix-les-Bains, Chambéry, Montmélian, pardon, je pense qu'on a à gagner quelque chose aussi dans cette discussion. Il faut arriver à ce que la SNCF nous cadence mieux cette desserte et qu'il y ait de vrais arrêts là où il y a des gares. Je rappelle
là aussi que Chambéry Métropole avait financé il y a quelques années en arrière, une étude qui portait sur 3 haltes, 3 ou 4, si ma mémoire est bonne. Il y en avait une à Cognac, à la place de la gare, il y en avait une au Landier, et puis il y en avait une vers la foire, enfin vers Savoie Expo, et il devait, c'est 4, parce qu'il devait y en avoir aussi une du côté de la Ravoire, Barbara, enfin dans la plaine de Abouège, hein, c'est ça. Bon, je crois qu'il faut que nous retravaillions ensemble, et ça c'est aussi de la mutualisation. Si on veut le mener à terme avant la fin du mandat, parce que le mandat de 6 ans ça va très vite, il faut qu'on se mette au travail sur la conceptualisation très très vite. Merci, je pense que beaucoup d'interventions ont été faites, et je vous remercie d'ailleurs de la qualité et de leur diversité. Effectivement, je crois, mes chers collègues, que le fait de créer ce soir ce poste, ça n'est nullement incompatible avec le fait d'en discuter. Et je vous rassure, les uns et les autres qui êtes intervenus là-dessus, sur le fait que nous aurons l'occasion d'en débattre. J'attire simplement votre attention sur un certain nombre de faits précis. Tout d'abord, les procédures administratives de création de ce type de poste prennent un peu de temps. D'autre part, depuis que je suis président de Chambéry Métropole, 1 mois et demi, il n'y a pas une semaine sans que nous ayons eu à traiter d'un sujet nouveau par rapport à la territorialisation, par rapport à la mutualisation. Pas une semaine. Nous avons réuni déjà à 2 reprises le comité des maires sur les impacts de la loi ALUR, sur les impacts de la loi de modernisation de l'action territoriale. Et ça, c'était pour les lois du début de l'année. Je rappelle aussi que nous avons un gouvernement qui, nouvellement constitué, a décidé de mettre le rythme. Il lui est fait le reproche de précipitation, chers collègues. Ce n'est pas le reproche que je lui ferai. Je pense que sur le fond, c'est effectivement là où il faut aller. D'ailleurs, d'autres, avant, s'y étaient essayés. Je pense pour autant que nous devons anticiper ce qui est en train de nous arriver à marche un peu forcée et dont pour l'instant, vous me permettrez de souligner qu'on n'en connaît guère le contenu. Pour autant, le maire de Chambéry l'a précisé, un certain nombre de nos collègues l'ont fait également, c'est aujourd'hui des questions qui sont très présentes dans l'état d'esprit des élus, de nos services, de nos agents et également de nos administrés. Il y a aujourd'hui une maturité des états d'esprit pour ce faire. Alors on a 2 choix, subir un rythme qui nous est cadencé à marche forcée ou anticiper pour être prêt. Je l'ai d'ailleurs déclaré il y a quelques jours à la presse, dans le discours de politique générale sur le sujet, le nouveau Premier ministre a été clair. Les moindres dotations, les moindres diminutions de dotation de l'État dans une période de crise et de retrait des financements publics iront à ceux qui sont les mieux organisés, qui ont su anticiper. Qui nous fera le reproche d'avoir engagé cela qui, en plus, correspondait à l'un de nos engagements forts que nous avons eu dans le débat de cette fin d'année dernière et de cette début d'année, ce qui a conduit à notre nouvelle Assemblée. Qui nous le reprochera? Personne. Moi, je vous accorde une nuance à faire à ce rapport. C'est effectivement la mise en œuvre du projet. Je veux bien qu'on lui préfère la construction du projet, pour vous rassurer. Parce que bien évidemment qu'on le fera en toute concertation. Et je rappelle que c'est bien cette mandature qui a mis en place un comité des maires. Pourquoi un comité des maires? Parce qu'il y a qui le réunit en tous les cas. Il y a une nécessité d'être dans la concertation en permanence avec celles et ceux qui tirent leur légitimité des dernières élections municipales à la tête de leur municipalité, parce que cette mutualisation, cette territorialisation annoncée, à rythme cadencé, les concerne au premier rang. Et tous ne font pas partie de notre exécutif. Donc ce comité, justement pour discuter de ce projet. Mais derrière, est-ce que l'on peut laisser l'ensemble de nos services sans sabotage? Non, j'ai un bel organe. Est-ce que l'on peut
peut laisser l'ensemble de nos services devant ces incertitudes? L'ensemble de nos services devant ces incertitudes, parce que c'est des questions qu'ils nous posent sur la manière dont s'opérera cela demain, ou au contraire leur donner des signes forts quant à notre organisation et notre anticipation. Je vous donne un exemple, mes chers collègues. Concernant la mutualisation des droits des sols, qui doit être opérationnelle au 1er janvier 2015, nous devons, nous, reprendre à notre compte et à notre charge les services que nous rendait l'État et ses fonctionnaires. Nous serions en droit de nous dire, mais tiens, nous avons jusqu'au 1er janvier 2015. Nous avons été élus il y a 1 mois et demi. Nous savons d'ores et déjà qu'un certain nombre des fonctionnaires d'État qui assument cette mission, du fait de leurs droits à vacances et ainsi de suite, partiront avant même la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés ou on anticipe cette organisation? Et c'est le débat que nous avons, bien évidemment, avec l'ensemble des maires, des communes, mais au premier rang desquels les maires des communes de La Motte-Savolex et de Chambéry qui portent ces services. Voyez-vous, c'est cet exemple très concret que nous allons vivre puissance 10 si effectivement ce que l'on nous annonce est effectif dans les années qui arrivent. Patrick Mignola parlait des 2 ans qui arrivent. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, Madame Laclais, je veux bien reprendre vos mots, cette décision n'est pas anodine et nous l'assumons pleinement. Ne pas l'avoir présentée en ce début de mandature serait un non-respect des engagements que nous avons pris. Donc je comprends qu'on puisse avoir des appréciations différentes. Je vous proposerai simplement, comme je le disais, qu'en lieu et place de la mise en œuvre du projet, ce soit d'assurer la construction du projet. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, monsieur Cyril. Oui, il faut qu'on vous apporte un micro. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est pour une explication de vote. Nous allons être un certain nombre à certainement ne pas voter cette délibération et nous souhaiterions qu'on ne se méprenne pas sur les raisons de ce vote. Évidemment, nous sommes tout à fait disposés à s'engager à ce que la collectivité Chambéry Métropole s'engage dans la mutualisation. Évidemment, ça n'est pas la question. La question est bien ailleurs, elle est dans la capacité actuelle de nos services à pouvoir engager cette démarche. Nous pensons, nous, qu'ils en sont tout à fait capables. Et nous aurions souhaité, puisque vous dites que ça n'est pas anodin, eh bien que cette décision soit au moins à minima présentée au bureau et éventuellement discutée avec le comité des maires. Voilà, c'est pour cela que nous ne voterons pas. Nous serons un certain nombre à ne pas voter cette délibération. Je vous remercie. Nous allons donc passer au vote en vous précisant effectivement, chers collègues, que non seulement nous pensons que nos services sont capables, mais depuis quelques semaines, nous sommes à leur contact au quotidien, individuellement ou dans leur représentation, pour justement les assurer que l'on compte sur eux et que nous avons besoin d'eux et que nous avons collectivement une opportunité à jouer. Car comme il m'est arrivé de le déclarer ça ou là, moi je considère que c'est une chance que nous avons d'être à la tête d'un EPCI, tous impliqués, différents niveaux d'élection, qui est porteur d'un avenir au titre des réformes engagées. Voilà. Donc dans ce cadre-là, comment ne pas capitaliser sur eux en s'organisant encore mieux? C'est la raison pour laquelle je veux vous consulter afin d'approuver donc la création d'un poste d'administrateur territorial hors classe à la Direction Générale des Services afin d'assurer la construction du projet du schéma directeur de mutualisation entre Chambéry Métropole et ses communes membres. Je reprends ainsi la terminologie de Claude Vallier. Y a-t-il des oppositions?
10 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Yes. Y a-t-il des non-participations au vote? Je n'en vois pas, donc j'imagine que par décompte, le reste est pour. Je vous remercie et nous passons au rapport suivant. C'est le rapport numéro 5.1. Il s'agit, à la demande du lycée Vaugelas, de désigner un représentant de Chambéry Métropole au sein du conseil d'administration. Je vous propose, mes chers collègues, de désigner Pierre Pérez pour ce faire. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie. La même chose de la part de l'établissement régional d'enseignement adapté Amélie-Gex REA, pour lequel je vous propose la candidature de Mme Delphine Julien. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie. Nous rentrons dans une série de rapports d'ajustement de représentation ou de nomination dans les commissions. Alors, concernant le rapport numéro 6.1, il s'agit d'un remplacement du représentant de Saint-Baldoff et de Saint-Sulpice au Conseil d'exploitation des riches de l'eau et de l'assainissement. Christophe Richel et Louis Caille ont souhaité être remplacés. Ce sont les candidatures de Gilles Vaucenat et de Jean-Claude Métayer qui ont été enregistrées. Vous retrouvez ainsi le tableau recomposé avec l'ensemble des autres membres. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote. Je vous remercie. Pour le rapport numéro 6.2, il s'agit de la désignation, et ça va être toute une série de commissions, de désigner donc les membres des équipements collectifs, de la commission des équipements collectifs, sportifs et associatifs et des relations avec les clubs sportifs. C'est les résultats des noms que vous avez bien voulu nous communiquer en application des règles de pourcentage que nous avions délibérées. Et vous voyez qu'il s'agit chaque fois déjà de commissions bien remplies, dont nous sommes heureux de pouvoir constater l'intérêt que chacun des conseillers municipaux et conseillers communautaires porte, mais dont chacun admettra que si nous sommes chaque fois aussi nombreux, il faudrait que l'on puisse construire rapidement un nouveau siège ou solliciter assez rapidement les communes pour les accueillir. Mais nous le savons d'expérience, ce n'est finalement guère plus de représentants que la fois précédente. Et à part sur telle ou telle occasion, on arrive à être dans des nombres de présences qui permettent à chacun de travailler. Je voudrais simplement préciser qu'il appartiendra donc à chaque vice-président de tutelle de ces commissions de convoquer la tenue de leur première commission. À cette occasion seront élus un président et un vice-président de suppléance, et puis il appartiendra à ce président de faire fonctionner sa commission en fonction des ordres du jour et du calendrier souhaité. Voilà, je vous interroge donc sur le rapport numéro 6.2, désignation des membres de la commission chargée des équipements collectifs, sportifs et associatifs et des relations avec les clubs sportifs selon les membres qui ont été proposés. Et vous avez sous les yeux, y a-t-il des souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie de votre unanimité. Je vous propose que, si vous en êtes d'accord, nous allions jusqu'à la dernière au même rythme que la première que nous avons passée, c'est-à-dire, c'est celle qui va nous amener
jusqu'à la 6-13. Je voudrais simplement préciser que, en ce qui concerne la commission économie, elle intègre bien l'économie, la communication, l'insertion sociale par l'économie et la promotion sociale. Oui, c'est ça, l'insertion sociale par l'économie et l'économie sociale et solidaire. Hein, je le précise bien, j'ai moi-même souligné la nécessité de compléter le titre à la lecture des rapports et ça sera complété. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et à moins que certains souhaitent qu'on lise chaque nom individuellement, je vous propose de les adopter collectivement. Ça n'a pas l'air de poser problème. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des non-participations au vote? Je vous remercie de votre unanimité. Nous avons un dernier rapport qui est un rapport important et d'actualité et qui concerne aussi, à la liste que Michel Dantin nous précisait tout à l'heure sur les sujets de discussion et mutualisation avec nos partenaires, au premier rang desquels l'État, la CALB, mais aussi la communauté de communes de Montmélian, Comte de Savoie et la Chorale, hein, c'est dire si on va loin. C'est un rapport qui concerne l'organisation de l'accueil des gens du voyage pendant les périodes de grand passage. Brigitte Beauchaton, la vice-présidente de tutelle, va nous présenter ce rapport. Merci. Donc, dans le cadre de sa compétence équilibre social de l'habitat, Chambéry Métropole participe à l'accueil occasionnel des grands passages qui se font de mi-mai à mi-septembre, dans une logique de mutualisation avec les autres collectivités territoriales. À ce jour, la mutualisation entre la CALB et Chambéry Métropole a été validée sur une clé de répartition basée sur la population pour la création d'un poste de médiateur qui sera porté par l'association La Sasson, soit 69% pour Chambéry Métropole et 31% pour la CALB. Le montant prévisionnel pour l'année 2014 est de 30 000 €, dont 20 700 € à la charge de Chambéry Métropole. Ce poste de médiateur va permettre une meilleure organisation des rassemblements, une gestion et une régulation que nous voulons plus efficaces à l'arrivée des différents groupes. Ce médiateur pourra être activé en semaine, bien sûr, mais en soirée, le week-end et les jours fériés sur demande de la CALB, de Chambéry Métropole ou de la préfecture. Bien évidemment, nous souhaitons que l'État sollicite la communauté de communes d'Albertville et de Montmélian pour le financement du coordonnateur, car celui-ci, ne l'oublions pas, est une mission à l'échelle du département. Il est donc proposé ce soir au Conseil communautaire d'approuver la participation de Chambéry Métropole à la prise en charge du poste de médiateur pour l'année 2014 à hauteur de 20 700 €. De préciser que cette somme sera versée à la Sasson de la manière suivante: 80% du montant après la signature de la convention et le solde avant le 31 décembre avec un bilan d'activité et financier détaillé certifié. Et d'autoriser bien sûr le président à négocier, à signer la convention. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce rapport important? Oui, Madame Chaput. Simplement pour poser une question, je ne vois pas, je souscris à ce projet de délibération bien sûr, mais je ne vois pas bien ce qu'il rajoute par rapport à cette délibération de 2009 qui est bien citée en préambule, puisque c'est le bureau du 26 novembre 2009 qui avait validé à l'unanimité cette mutualisation entre la CALB et Chambéry Métropole, selon une clé de répartition qui était basée sur la population, donc c'était déjà exactement la même chose, avec exactement les mêmes pourcentages de répartition. Et effectivement, c'est un dossier d'une extrême sensibilité, on est bien tous d'accord, et qui exige de ce fait une excellente collaboration entre nos intercommunalités, et il faudrait qu'effectivement cette collaboration soit véritablement effective. Je ne crois pas que Chambéry Métropole ait failli en la matière. Je me pose la question aussi de la disponibilité du terrain de grand passage de Vaudelan, puisque c'était
un enjeu, effectivement, jusqu'alors. Et je me dis que cette délibération, on pourrait peut-être en profiter aussi pour l'élargir, cette clé de répartition des financements, aux aménagements qu'il faudra peut-être financer dans le cadre d'une meilleure réponse aux besoins des personnes qui seront accueillies. Et voilà, vous demandez donc en synthèse ce que cette délibération apporte de plus, même si j'y souscris évidemment, et comment nous serons garantis sur cette disponibilité du terrain d'accueil et puis de la vraie motivation de nos deux intercommunalités. Madame la vice-présidente, vous souhaitez apporter quelques éléments de réponse? Je voudrais simplement rappeler que j'ai pris ce poste donc il y a 1 mois et demi et que j'ai donc découvert aussi la problématique des gens du voyage et qui est un enjeu important et que nous n'avons toujours pas résolu le problème d'accueil des aires de grand passage. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui et que pour l'instant aucune solution n'a été trouvée. Alors que dans d'autres départements, pour ne citer par exemple que la Haute-Savoie, le problème a été réglé déjà. Donc je crois qu'effectivement, il y a un souci, aussi bien sur les aires de grand passage pour les accueils, qu'il va falloir qu'on trouve une solution. Et quand on parle de mutualisation, eh bien c'est tout l'enjeu, et qu'il faudra faire relativement vite pour ne pas se retrouver confronté, comme chaque année et depuis déjà quelques années, à 1 mois et demi des grandes arrivées, avec un tour de table où on se retrouve tous en se disant eh bien qu'est-ce qu'on fait, on réquisitionne ou on trouve des terrains. Donc moi ce que je souhaiterais aussi c'est justement avancer sur ce dossier avec tous les acteurs, mais pas seulement sur la cale, pas seulement au niveau de Chambéry Métropole, puisque c'est un enjeu départemental, que nous sommes tous concernés et que tous les maires sont concernés et qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution assez rapidement. Mais je vous dis, il faut qu'on puisse l'anticiper et je pense que pour cette année, on fera donc avec les éléments que nous avons, qu'on a donc pris en cours de route, en espérant que nous arriverons à donner satisfaction aux personnes qui vont arriver, mais surtout c'est de se mettre, comme nous l'avons dit aujourd'hui avec monsieur le préfet, de se mettre autour d'une table, pas au mois d'avril 2015, mais dès le mois de septembre 2014, pour trouver une solution qui soit efficace. Merci. Je peux donner quelques éléments complémentaires à l'intervention de Brigitte Beauchaton, très engagée et sollicitée sur ce dossier dès sa prise de fonction, et je l'en remercie. Différents éléments. Tout d'abord, sur la création du poste du médiateur lui-même. Vous le savez certainement, le médiateur précédent a dû quitter ses fonctions. Et il y a donc eu le recrutement d'un nouveau médiateur porté par la SASSON, pour lequel le préfet nous a sollicité, du fait d'une évolution aussi des conditions de son recrutement. Il nous apparaissait donc important de les libérer, sollicité par le préfet d'une part. Par ailleurs, vous avez souligné l'accord passé avec la CALB. Je peux simplement vous dire que lorsque nous sommes rentrés dans ce dossier, cet accord n'était peut-être pas si spontanément inscrit dans la durée que vous sembliez le souligner. Et qu'il a donc fallu dialoguer pour obtenir un accord, pour une raison très simple. Et les collègues de l'ancienne mandature s'en souviendront, la CALB, avec son terrain du Vivier du Lac, sur l'ancienne piste des aéroports, de Vauglan, a mis à disposition pour l'ensemble de notre bassin de vie, Chambéry, Aix-les-Bains, ce terrain comme pouvant, à titre de dépannage, servir d'aire d'accueil des gens du voyage. Je rappelle simplement 2 choses. La loi 2000, que vous connaissez bien, nous impose, aussi bien à la CALB qu'au niveau de notre agglomération, qu'au niveau de la Combe de Savoie, d'avoir distinctement 3 aires d'accueil pour les gens du voyage, des aires de grand passage. Donc comme nous sommes en quête d'un terrain sur ce sujet, c'est d'une part parce que jusqu'à présent nous ne l'avions pas, et que la CALB nous a apporté un droit, je dirais ponctuel, de tolérance d'usage, sauf que vous n'êtes pas sans ignorer que ce terrain est en pleine zone
entouré d'un arrêté de biotope et que dès lors que nous concentrons l'ensemble des aires, l'ensemble des passages sur cette aire, elle ne suffit pas au nombre de personnes à accueillir, au nombre de familles à accueillir, de véhicules, et en plus nous sommes dans l'infraction par rapport à l'arrêté de biotope. C'est la raison pour laquelle la CALB nous a rappelé à notre obligation de bien vouloir trouver un terrain. Et nous ne faisons qu'appliquer la loi qui, jusqu'à présent, sur notre agglomération, ne dispose pas d'une aire pour ce faire. Donc nous sommes en quête, et je peux vous dire que nous avons d'ores et déjà identifié un certain nombre de terrains, ça n'est pas simple, et pour lesquels des dialogues sont entamés, aussi bien par l'intermédiaire du préfet que des maires, pour essayer d'apporter une solution en urgence. Et c'est bien parce que nous avons accepté de nous réinscrire dans la loi que la CALB a accepté de venir financer le poste de médiateur. Je voudrais également vous donner une autre indication que vous connaissez certainement, mais pour l'ensemble de nos collègues, avoir 3 zones d'accueil dans un bassin de vie qui globalement est sur 30 km à peine. C'est aussi un meilleur confort d'accueil de ces communautés pour une raison très simple, c'est que la cohabitation entre elles n'est pas toujours facile et que de ce fait-là, nous concilierons les proximités distinctes et donc aussi leurs attentes. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé, si vous voulez, d'une part, collectivement dans ce poste de médiation dont on espère bien pouvoir bénéficier des financements connexes, et d'autre part, nous avons très rapidement à trouver une aire d'accueil de grand passage sur notre agglomération. Voilà, j'espère avoir été complet sur les explications de cette délibération. Jean-Marc Lévoutre. Oui, si vous m'autorisez un commentaire de manière similaire à ce qui a été fait en matière de finances tout à l'heure, simplement je considère que c'est une compétence difficile à mettre en œuvre, parfois urticante à bien des égards pour celui ou celle qui accepte de s'en charger. Dans la précédente mandature, ce travail était assuré par les services de Dominique Loctin, par Marc Chauvin, et porté à bout de bras par le vaste président. Je salue réellement le courage de Brigitte Bochetton, qui, elle, a accepté de prendre en charge cette compétence. Alors je trouve un peu déplacé et non courtois qu'on se livre à l'exégèse des délibérations sur ce sujet-là. Donc je tenais à manifester mon commentaire de manière à ce qu'on ne se trompe pas de hauteur de vue. Je vous remercie, Président, d'avoir accepté ce commentaire. Merci. Madame Chapuis. Merci. Alors, je vais me rendre à une petite explication de texte pour nos collègues qui ne comprendraient pas, puisque effectivement, Jean-Marc Lévoutre vient de dire à demi-mot que j'ai refusé dans ma vice-présidence la compétence gens du voyage. Alors effectivement, ça m'avait été proposé et j'ai considéré que le casting n'était pas un bon casting et que ce n'était pas une femme qui était la plus armée pour aller dans ce type de négociation. Mais vous savez, j'ai eu à me confronter à des gens du voyage au développement économique. On était confronté à des implantations de gens du voyage dans les zones d'activité et j'ai eu un certain nombre de fois à me rendre pour visiter les installations, mais j'en ai eu aussi sur ma commune. Donc je pense que je parle en connaissance de cause et que je ne suis pas sûre que les personnes qui peuvent ricaner ont déjà eu à échanger avec des personnes de ces communautés. Voilà. Donc je peux prétendre que je sais de quoi je parle et je crois qu'il s'agit d'une communauté avec sa culture évidemment, mais qui n'est pas encore tout à fait, on va dire, qui ne souscrit pas forcément à la parité. Voilà, je vais le dire de cette manière-là. Voilà, donc moi j'ai pensé que compte tenu de la sensibilité de ce sujet, eh bien il fallait, voilà, il fallait un homme. Bon, dans mon intervention tout à l'heure, donc comme ça les choses sont très claires, dans mon intervention tout à l'heure, il n'y avait rien à l'adresse
de Brigitte Beauchaton. Mais voilà, Jean-Marc Léout l'a laissé entendre quand même, mais il n'y avait rien à l'adresse de Brigitte Beauchaton, bien au contraire, que je félicite d'avoir accepté cette mission, évidemment, mais il en fallait un, et je suppose que ça a été une patate chaude, voilà, qui a dû circuler. Je ne suis pas dans le secret de ces débats, mais on comprend bien tous la difficulté de la tâche, et effectivement, je sais gré à Brigitte Beauchaton, bien évidemment. Voilà, que les choses soient bien claires. Je voulais juste comprendre ce que cette délibération apportait de plus par rapport à la délibération du 26 novembre 2009. Voilà, c'est tout. C'était simplement l'objet de ma question, et je ne souhaite pas que l'on détourne mes propos. Merci, Monsieur Léoutre. Merci, Madame la Vice-Présidente. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions sur ce rapport? Des abstentions? Des non-participations au vote? Je vous remercie. J'en profite moi aussi pour remercier Brigitte Beauchaton. J'ai pu constater moi-même qu'elle était très engagée sur ce dossier et très appréciée, y compris de nos interlocuteurs de l'État. J'ai quelques informations à vous donner en cette fin de séance. Tout d'abord, vous redonner quelques consignes sur les commissions. C'est fait. Je peux, si vous voulez, remettre une deuxième fois, mais il n'y a pas de souci. Quelques informations pratiques. Tout d'abord, oui, vous rappelez que, en particulier aux maires, si vous pouvez donc bien informer vos conseillers municipaux qui, sur les premières, et vos conseillers communautaires, qui, pour les premières commissions, ont tous très envie de voir la manière dont ça se déroule. C'est pas forcément les premières pour l'ordre du jour le plus passionnant, et il est bon de pouvoir étaler les participations. On ne peut pas se retrouver 70 en d'autres termes. Voilà, donc pour les premières, essayez de faire un ordre 1 sur 2, c'est le conseil que je vous donne, pour qu'on puisse bien les accueillir et qu'ils n'aient pas une impression qui ne soit pas celle qu'ils se faisaient ou qu'ils en attendaient. C'est donc un petit conseil, mais je suis sûr que vous l'aviez à l'esprit. La deuxième chose, c'est un certain nombre d'informations. Tout d'abord, vous proposez que le 5 juillet, en matinée, nous ayons l'organisation d'une demi-journée de découverte des compétences de notre agglomération qui soit proposée à l'ensemble des élus des communes. Tous n'ont pas la chance d'être conseillers communautaires, tous mesurent bien le poids de notre PCI. Il est bon de pouvoir, à l'occasion, découvrir quelques-unes de ces compétences. Nous vous proposerions de vous réunir le matin vers 8h30 dans un lieu qui sera un lieu de l'agglomération, puis en transport en commun de vous proposer 4 à 5 visites thématiques et de vous retrouver ensuite en fin de matinée autour d'un apéritif, ce qui permettrait à chacun de découvrir. Il est important de noter que c'est une initiative qui a été prise par la CALB il y a quelques semaines et qui a rencontré un très grand succès, puisque 60% des élus des communes y ont participé. Il y avait un souhait d'intervention sur ce sujet, je vois. Je n'en vois plus, je vous remercie. J'ai comme autre information là vous donner les dates des prochaines séances. Tout d'abord, le prochain bureau se tiendra le jeudi 12 juin à 18h. Et le 3 juillet à 18h. Ce sont les deux prochains bureaux. 12 juin et 3 juillet. Je voudrais aussi vous informer de la tenue du prochain conseil communautaire qui sera le 10 juillet à 18h30 à la Mode Cervelex. Notre collègue Humberto nous en avait fait la proposition, elle tient toujours. Je l'en remercie. N'oubliez pas de signer à la table de l'entrée pour être présent. J'ai encore une prise de parole souhaitée par Bernard Januel qui va nous parler de la journée vélo découverte du samedi 29 juin.
si on peut lui apporter le micro. C'est un dimanche, c'est pas un samedi. Le dimanche 29 juin, oui, vous êtes tous invités à la 3e édition d'un dimanche à vélo. C'est une manifestation qui l'année dernière a eu 750 participants. Donc on en espère un peu plus cette année encore. C'est pas du tout une manifestation purement festive, même si elle a des côtés festifs, c'est très bien. C'est une manifestation qui s'adresse à un public de masse, familial au-delà des utilisateurs du vélo. Elle doit contribuer à assurer le rayonnement de l'agglomération en valorisant son territoire, le patrimoine, les infrastructures, les acteurs économiques, les communes membres. Elle doit devenir un événement incontournable, c'est la 3e édition, on espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, en termes de politique publique, elle doit asseoir les gros efforts qui ont été faits ces dernières années pour permettre à Chambéry Métropole de devenir véritablement une agglomération au vélo et de montrer qu'il est possible et qu'il est même facile de se déplacer à vélo et pas seulement pendant les temps de loisirs, y compris en termes de vie quotidienne. Voilà, donc j'invite les plus courageux d'entre vous à nous rejoindre dès 8h30 au Buisson Rond pour un parcours de 30 km, les plus matinaux et les plus courageux. Et puis il y a un départ pour ceux qui le seraient un peu moins à 9h30 pour faire 15 km. Donc merci de bien relayer cette information dans vos communes, c'est très important. Et puis merci de venir nombreux. On espère qu'on sera nombreux. Voilà, merci. Voilà, merci. Vous aviez un petit flyer sur le sujet et donc on se retrouve autour d'un verre et aussi d'un buffet, ce qui nous permettra de continuer d'échanger. Et encore merci à la commune de Saint-Cassin, son maire, son conseil municipal, ses services de leur accueil. Merci à nos services d'avoir aussi préparé ce conseil communautaire avec une heure un peu plus tardive que d'habitude. Merci. Ouais.